Bonjour, bonjour Morad. Comment ça va? Très bien, Sylvie. Et toi? Bienvenue, ça va très bien. Bienvenue à cette troisième édition. Je ne vais pas prendre trop de ton temps. Je vais te laisser te présenter, dire à tout le monde qui tu es, ce que tu fais, comment on peut te rejoindre et puis parler de ce, en tout cas, de ce que tu as préparé pour nous. Et s'il y a des questions, je veux juste que tu focuses surtout sur ta présentation. Et s'il y a des questions, je vais monter, te poser ces questions. Très bien. C'est bon? Donc, la plateforme est à toi. Moi, je vais descendre. Très bien. Bye! Salut, Sylvie. Merci. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Donc, je me présente. Je m'appelle Morad Ziout. Je suis donc un consultant expert en architecture d'entreprise, architecture d'affaires et analyse d'affaires avec plus de 19 ans d'expérience. Là, je suis aussi le fondateur de New Horizon Services aux entreprises qui délivrent des prestations de conseil, de formation et de mentoring en ces différentes disciplines. Je suis aussi donc en fait, un chapter leader dans le chapitre IBA de Washington, D.C., donc aux côtés de Sylvie. Et j'ai le plaisir de me retrouver aujourd'hui donc à la troisième édition du Global African Business Analysis Conference pour vous partager cette présentation-là autour de la thématique capacité et flux de valeur, les piliers de l'architecture d'affaires. Donc, je tiens juste à préciser que vu la contrainte de temps, donc là, je vais devoir aller au travers des slides, mais le support vous sera partagé par la suite pour ceux qui veulent aller encore plus en profondeur et puis passer au travers des détails, comme je serai ravi par la suite. Donc, si vous désirez me contacter au terme ou après cette présentation-là pour vous expliquer encore plus en détail les différents concepts sur lesquels je vais aller au travers de cette présentation. Pour pouvoir me joindre, il suffit juste de me contacter au travers de LinkedIn, comme au travers de Sylvie, et puis ça me ferait plaisir de pouvoir vous assister et vous accompagner voilà, tout au long de ce sujet-là. Parfait, commençons. Donc là, aujourd'hui, les organisations font face à un environnement d'affaires qui est caractérisé par une complexité accrue, une accélération constante des différents changements, l'évolution des différentes attentes clients qu'ils doivent gérer, l'intégration de nouvelles technologies, la pression concurrentielle, la transformation numérique, chose qui met, on va dire, les entreprises ou les organisations devant un réel défi pour pouvoir assurer une exécution opérationnelle cohérente et performante. Vous savez très bien que là, donc, les différents budgets alloués aux différentes initiatives, généralement TI, sont limités. Donc, et puis, comment devoir faire cette priorisation-là des différentes initiatives, comment éviter ces différentes fragmentations entre les TI, les affaires, comment s'assurer que la stratégie de l'organisation est bien traduite pour s'assurer qu'en fin de compte, la réalisation ou l'exécution se fasse conformément, on va dire, à la stratégie qui a été élaborée et que la stratégie et l'exécution avancent dans la bonne direction de façon cohérente. Donc, il y a différentes études qui ont été menées et puis là, je vous partage donc que en 2023, une étude qui a été conduite par McKinsey, le cabinet McKinsey, certainement vous connaissez enfin ce cabinet-là. Donc, 70% des transformations organisationnelles n'atteignent pas les objectifs annoncés. Donc là, chose qui confirme que de nombreuses études ont montré que la plupart des initiatives de transformation ou de changement qui ont été lancées par différentes organisations échouent ou n'arrivent pas à délivrer la valeur escomptée ou la valeur attendue, tout simplement en raison d'un écart entre la stratégie des organisations et l'exécution. On sous-entend par l'exécution ce qui est réellement réalisé ou les projets en fin de compte qui sont livrés en fin de compte. Donc, et ceci s'explique par on va dire un chaînon qui manque. Et c'est là où l'architecture d'affaires se positionne. Donc, l'architecture d'affaires se positionne pour pouvoir clarifier les objectifs et les résultats attendus par les différents secteurs au sein de l'organisation, s'assurer que l'ensemble des initiatives génèrent
de la valeur. Donc, on sous-entend par les différentes initiatives lancées au sein de l'organisation, livre de la valeur et non pas juste livrer des initiatives qui sont à faible valeur pour l'organisation. Des fois, en fait, on a à faire des compromis, des décisions, à avoir, donc, à prioriser des projets ou des initiatives par rapport à d'autres. Et c'est là où on repose aussi sur l'architecture d'affaires. Ça permet aussi de s'assurer que qu'il y ait un alignement fort entre les affaires et les TI. Et puis, surtout, s'assurer que tout ce qui est en train d'être loti au sein de l'organisation prenne en compte les capacités organisationnelles, voilà, et puis surtout les différentes limites ces différentes capacités relèvent au sein de l'organisation. Donc là, je vous ai préparé une étude de cas. Nous allons passer au travers de cette étude de cas afin que vous puissiez voir comment ceci s'explique de façon plus concrète. Donc là, l'architecture d'affaires, donc juste pour vous donner cette vue d'ensemble sur l'architecture d'affaires est cette pierre angulaire de toute transformation qui permet d'avoir cette vue holistique et multidimensionnelle de l'organisation au travers de ses capacités, au travers de ses flux de valeur, au travers des unités organisationnelles de l'organisation, au travers aussi des concepts d'information qui reposent sur les objets d'information. Et puis, vous voyez aussi autour de ces quatre dimensions-là, donc on a les parties prenantes, on prend aussi en compte les différentes parties prenantes internes, externes, la vision et la stratégie de l'organisation. On prend en compte aussi les dépendances avec les autres initiatives de l'organisation, les décisions, les métriques, les produits et les services. Donc, les produits sont tangibles, les services ne le sont pas. Et puis, les politiques de l'organisation. Il suffit juste qu'un domaine soit, on va dire, marginalisé ou soit ignoré pour que on va dire, pour que l'organisation manque de direction, de cohérence et d'efficacité dans ces différentes opérations. Donc, on doit prendre en compte l'ensemble des dimensions dans l'architecture d'affaires. Donc, pour aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur deux piliers très importants qui sont les capacités, qui représentent le quoi, qu'est-ce que l'organisation permet d'offrir, et puis les flux de valeur, donc voilà, donc le comment, en vue de pouvoir s'assurer que le tout, ou l'organisation puisse générer de la valeur au travers de l'ensemble de ces activités. Donc, les capacités d'affaires. Donc, les capacités d'affaires, c'est quoi une capacité d'affaires? Une capacité d'affaires est une représentation de ce que fait l'organisation pour atteindre un objectif précis. Donc, c'est un outil très puissant pour la planification stratégique. Donc là, si je prends donc, des exemples, donc là, la gestion des réclamations est une capacité d'affaires parce que ça permet pour l'organisation, ça permet de s'ouvrir, on va dire, aux clients permettant de recueillir leurs réclamations. Donc, la gestion des réclamations est une activité de l'organisation. L'authentification du client, là, on est dans l'ère du digital. Et puis là, donc tout se fait presque en ligne. Donc là, c'est important que l'organisation puisse donc offrir des plateformes digitales et numériques. Et puis là, le besoin de gérer l'authentification du client est une des capacités que l'organisation devrait avoir et offrir. Et puis le suivi de l'inventaire. Donc là, principalement pour les organisations qui livrent des produits. Donc là, le suivi de l'inventaire s'impose comme capacité incontournable permettant de s'assurer que l'organisation ne tombe pas en rupture de stock ou plutôt donc et puis surtout de répondre à ces engagements ou aux attentes clients qui attendent d'avoir des produits dans des délais, on va dire, bien optimisés, bien figés. Et puis, en contrepartie, un flux de valeur, c'est un ensemble d'activités de bout en bout qui permettent de générer de la valeur au sein de l'organisation, comme par exemple soumettre une réclamation. Donc là, ça permet au client voilà, de pouvoir soumettre une réclamation. Donc c'est une valeur attendue que le client a vis-à-vis de cette organisation ou vis-à-vis de cette entreprise. Le besoin d'embarquer un nouveau client, c'est un flux de valeur aussi. Ça permet à l'organisation de préparer l'onboarding et donc l'intégration du client pour qu'il puisse, on va dire, naviguer au travers de la plateforme, utiliser les produits, les services de l'organisation, etc. Donc, c'est un flux de valeur qui permet de générer la valeur. Et puis, traiter une commande en ligne, donc principalement pour les entreprises e-commerce. Donc là, le besoin
ou d'offrir, on va dire, un flux de valeur qui permet de traiter les commandes en ligne. C'est ce qui permet à l'organisation d'accomplir sa vraie mission pour pouvoir, en fin de compte, livrer et vendre ses produits en ligne. Donc là, vous voyez donc, les capacités d'affaires et les flux de valeur. Donc là, je vais aller, donc, vu la contrainte de temps, sur les principaux concepts. Donc là, on a donc les capacités peuvent être décomposées en plusieurs niveaux. Donc là, par exemple, pour une compagnie d'assurance, la gestion des sinistres est une capacité d'affaires. Donc là, parce que comment une compagnie d'assurance peut accomplir ces fonctions-là sans proposer une capacité de gestion des sinistres, donc en cas d'accident véhicule ou peut-être des dégâts d'eau impactant l'habitation. Donc là, on a la gestion des sinistres qui est une capacité fondamentale et incontournable. Mais on n'a pas besoin, on va dire, de nous arrêter, on va dire, à cette capacité niveau 1. On a besoin d'aller encore plus en profondeur pour pouvoir on va dire, offrir des capacités encore plus granulaires. Et c'est là où on descend à des niveaux 2. Donc là, par exemple, on a la gestion de l'ouverture des réclamations. C'est une capacité qui découle de la capacité mère qui est de la gestion des sinistres, mais qui est axée sur l'ouverture des réclamations. Nous avons aussi une autre capacité qui découle de la gestion des sinistres, qui est la gestion de l'évaluation des dommages. Et puis, on a aussi une autre capacité qui est la gestion de la décision d'indemnisation. Donc, vous voyez, ce sont des capacités qui découlent de la gestion des sinistres, mais chaque capacité niveau 2 a, on va dire, une portée, un périmètre bien figé. Et puis, vous voyez que donc, les trois sont complémentaires parce qu'on ne peut pas gérer les sinistres sans qu'on offre cette capacité de gestion de l'ouverture des réclamations ou de gestion de la décision d'indemnisation ou de la gestion de l'évaluation des dommages. Donc. Et puis là, on ne s'arrête pas au niveau 2 en fonction de la maturité de l'organisation. Donc là, on descend au niveau 3 et puis des fois même pour certaines capacités au niveau 4. Donc là, on parle par exemple de gestion de création du dossier de réclamation, de validation de l'admissibilité. Donc là, on est encore à des capacités encore plus granulaires. Et tout cet exercice-là, on l'intitule la décomposition de la capacité. Donc, pour être en mesure de bien, enfin, avoir des capacités bien figées, bien granulaires, pour que vous allez voir plus tard au niveau de l'étude de cas. Donc là, lorsqu'une capacité n'est pas performante, on va pouvoir adresser de façon plus précise la capacité granulaire en question. Donc, là, aussi, un autre concept à prendre en compte, en plus de la décomposition des capacités, c'est la classification de la capacité. Et ça, c'est un concept qui existe aussi, enfin, pour d'autres, on va dire, d'autres concepts, qui, par exemple, les process, on parle de processus support, processus pilotage, processus affaires ou métier. Là, nous avons aussi le concept de capacité stratégique. Ce sont des capacités qui permettent à l'organisation de se démarquer, contribue à l'avantage concurrentiel, soutient la vision et la stratégie de l'organisation, comme par exemple la gestion du développement de nouveaux produits, la gestion de l'analyse du marché. En contrepartie, nous avons des capacités métiers, des capacités corps, qui sont des capacités essentielles à la mission de l'organisation. Par exemple, pour une compagnie d'assurance, donc la gestion des réclamations est une capacité cœur, donc la gestion du service client, la gestion de la souscription aux produits, parce que sans ces capacités-là, donc la compagnie ou l'organisation ne serait pas en mesure de créer, on va dire, cette valeur-là pour pouvoir livrer ses produits et services. Et puis, nous avons donc aussi les capacités de soutien, de support. Ce sont des capacités qui viennent supporter, on va dire, les activités de l'organisation, comme par exemple la gestion des ressources humaines, la gestion des approvisionnements. Là, pour une compagnie d'assurance, ce sont des capacités support. Chaque organisation, là, ce que vous devez noter, c'est que chaque organisation définit son propre modèle de capacité, donc qui définit, donc là, je vous donner juste un échantillon, donc là, ou un extrait, on va dire, donc l'ensemble des différentes capacités qui sont classées en des capacités stratégiques, capacités affaires ou corps, et puis des capacités de soutien, et puis bien évidemment, donc tout en définissant bien évidemment donc le niveau de la capacité. Est-ce qu'on parle du niveau 1? Donc, ou quelles sont les capacités niveau 2 qui découlent de la capacité niveau 1, et puis quelles sont les capacités niveau 3 et niveau 4, bien évidemment, tout en définissant les différentes capacités pour assurer que tout le monde puisse interpréter la capacité de la même façon.
Parce que chacun, il peut interpréter la capacité de façon différente si on se fie juste à l'intitulé de la capacité. C'est pour ça donc on définit ces différentes capacités. Donc là, pour ce qui est des capacités, donc là, donc on a vu que donc cette carte de capacité-là, donc au travers de ce tableau que je vous ai présenté, donc permet de créer ce langage commun entre les différentes équipes affaires et TI, voilà, d'offrir une vision structurée de ce que l'organisation est capable de faire pour avoir en fin de compte cette base ou cette référence sur laquelle on peut se baser pour les projets, pour les analyses, pour les différentes décisions. Donc là, je passe au travers du concept, un autre concept qui est celui des flux de valeur. Le flux de valeur, c'est un concept qui est différent de celui de la chaîne de valeur et du processus. C'est pour ça je vous ai proposé cette diapositive pour pouvoir, on va dire, présenter comment le flux de valeur se distingue par rapport à la chaîne de valeur et par rapport au processus. Donc là, commençons par la chaîne de valeur. La chaîne de valeur représente toutes les grandes activités du modèle d'affaires de l'organisation, donc des fournisseurs, depuis les fournisseurs jusqu'aux clients, et puis donc, comme par exemple gérer les produits, gérer les sinistres, attirer et servir les clients, soutenir les opérations. Là, ça permet de comprendre le fonctionnement global de l'organisation. Par contre, un flux de valeur, c'est un concept qui permet enfin, de décrire un parcours de bout en bout. Il est orienté client. Donc là, on se focalise sur le client, qu'il soit interne ou externe, pour, pour pouvoir, on va dire, générer de la valeur. Parce que là, on se concentre uniquement sur le client en vue de livrer de la valeur attendue par le client. Et puis, donc là, ça permet de faire ressortir donc les différents points d'amélioration de l'expérience client, la performance opérationnelle, quelques irritants. Là, on parle de flux de valeur, donc comme ouvrir la réclamation. Donc, ça permet de générer de la valeur, évaluer les dommages, émettre une décision, indemniser le client. Donc là, on n'est pas au niveau de la chaîne de valeur, mais donc la chaîne de valeur, par exemple, gérer les sinistres, là, vous voyez qu'il y a des flux de valeur qui découlent de la soumission d'une réclamation, qui inclut l'ouverture de la réclamation, l'évaluation des dommages, émission. Là, on est plutôt axé client et axé valeur. Alors que les processus, donc pour les processus, on peut avoir des processus qui ne génèrent pas de la valeur, des processus internes, donc qui sont juste des processus, par exemple, gérer un incident, gérer une demande d'accès, donc là, qui n'ont rien à voir avec le client et qui ne livrent pas de la valeur, contrairement au flux de valeur. Et puis là, on est plutôt quand on parle de processus, on est plutôt dans le micro, on est plutôt dans les tâches, alors qu'un flux de valeur, donc enfin, une compagnie devrait avoir, on va dire, un maximum de 30, 40 flux de valeur, alors que le processus, on peut avoir par des centaines. Donc là, voilà, donc on peut parler, par exemple, si on prend le flux de valeur, évaluer les dommages, c'est un flux de valeur qui peut reposer ou qui peut être décliné en plusieurs processus, tels que la vérification des preuves, vérifier les preuves, là, analyser les photos, appliquer les règles d'indemnisation, préparer la recommandation. Donc, on est plutôt dans des tâches. Donc, dans chaque activité, on décrit comment elle est exécutée en termes de règles, de décision, de rôle. Donc, alors qu'au flux de valeur, on est plutôt à haut niveau, enfin, pour faire ressortir les différentes étapes et comment chaque étape permet de générer de la valeur attendue au client. Donc, un exemple. Donc, si je prends le flux de valeur, soumettre une réclamation, on peut voir comment il est décortiqué en plusieurs étapes de flux de valeur, commençant par l'analyse du besoin du client, ouvrir la réclamation, évaluer les dommages, émettre la décision d'indemnisation et puis enfin indemniser le client. Et puis, chaque étape de flux de valeur permet de générer ce qu'on appelle un élément de valeur. Et donc là, que vous voyez là, donc vous voyez, donc l'analyse du besoin du client permet de générer comme élément de valeur que le besoin est clarifié et la décision d'ouvrir le dossier. Pour ouvrir la réclamation, on voit que c'est une étape de flux de valeur qui permet de générer un élément de valeur qui est la réclamation est ouverte. Évaluer les dommages, ça permet d'évaluer le dossier, donc le dossier est évalué
comme élément de valeur, et indemniser le client, donc le client est indemnisé, et puis donc chaque étape de flux de valeur devrait avoir un élément de valeur. Si elle n'arrive pas à avoir ou à démontrer cet élément de valeur, c'est que cette étape de flux de valeur devra être revue ou il y a un problème au niveau du flux de valeur. Donc c'est pour cela qu'on monte notre flux de valeur de la façon avec laquelle que chaque étape de flux de valeur devrait avoir donc un entrant, enfin des éléments, des critères, ce qu'on appelle une critère d'entrée, critère de sortie, élément de valeur, et puis bien évidemment l'implication des parties prenantes. Et puis tout ça donc, permet de générer ce qu'on appelle une proposition de valeur. Donc une proposition de valeur, c'est ce que le flux de valeur permet de générer. Et puis l'élément de valeur, c'est ce que chaque étape de flux de valeur permet de générer comme valeur. Donc là, je vais passer au travers. Donc là, ce sont juste quelques exemples que vous pourriez visualiser au travers du support qui vous sera partagé. Donc, plusieurs flux de valeurs qu'une compagnie d'assurance pourrait avoir, et puis avec leur définition. Et ça c'est c'est un autre exemple de ce que je vous ai montré tantôt. Je vous ai montré tantôt la carte des capacités avec leur définition. Là, on a la carte, on va dire, des flux de valeurs. Donc, ce qu'on appelle value stream mapping, ou donc maintenant, on va passer à un concept très important. Pourquoi on fait cette carte des capacités? Pourquoi on identifie nos capacités, on identifie nos flux de valeurs pour faire ce qu'on appelle un cross-mapping donc, entre les capacités et les flux de valeurs. Et c'est là où on fait ressortir pour chaque étape de flux de valeur quelles sont les capacités qui sont requises. Par exemple, quand on parle d'analyse du besoin du client, on ne peut pas juste conduire ou exécuter cette étape de flux de valeur sans qu'il y ait des capacités. Pour cette étape de flux de valeur, on va reposer sur la validation de l'admissibilité du client. Donc, comme capacité, pour l'ouvrir de la réclamation, on aura besoin de la création, de la capacité création du dossier de réclamation. Pour l'émission de la décision d'indemnisation, on aura besoin de la capacité préparation à la décision. Donc, on puise dans notre carte de capacité pour faire ressortir quelles seraient les capacités qui sont requises pour exécuter chaque étape de flux de valeur. Parce qu'une étape de flux de valeur ne peut pas être exécutée sans des capacités. C'est au travers des capacités que l'étape de flux de valeur peut être exécuté et par conséquent que le flux de valeur dans sa globalité puisse être exécuté. Est-ce qu'on peut indemniser le client sans qu'on ait une capacité de gestion du paiement ou de compensation ou qu'on ait une capacité de gestion de communication client? Comment on va pouvoir indemniser le client sans aucune communication en amont qui se fait avec lui? Et puis là, vous voyez donc les concepts que je vous ai présentés tantôt, les capacités niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4 qui sont représentées. Donc là, des fois, on s'arrête au niveau 2. Des fois, pour être encore plus granulaire, donc on va jusqu'au niveau 3, niveau 4 pour faire ressortir les capacités qui sont requises. Un autre concept, donc là, que je vais vous présenter, c'est ce qu'on appelle le heat mapping ou l'évaluation de la maturité des capacités. Donc, chaque capacité, comme ce qui fait par exemple, comme ce qu'on fait par exemple pour l'évaluation de la maturité des processus, on le fait pour l'évaluation de la maturité des capacités. Donc, il y a donc 5 dimensions qui sont prises en compte pour l'évaluation de la maturité des capacités, qui sont les processus, les ressources. Donc, on sous-entend par ressources, donc là, les ressources humaines, donc les ressources matérielles, financières, donc tout ce que la capacité devrait avoir comme en lien avec les ressources. Mais les processus, quand on parle de processus, est-ce que, par exemple, la capacité repose sur des processus qui sont optimisés, qui sont définis, ou plutôt des processus qui ne sont pas documentés, auquel cas la capacité ne serait pas performante, parce que si elle repose sur des processus qui ne sont pas documentés, qui ne sont pas optimisés, qui ne sont même pas définis. Donc là, c'est qu'il y a un problème. Les ressources, est-ce que les ressources sont formées? Est-ce que les ressources sont disponibles? Etc. L'information, est-ce que les données sont disponibles? Est-ce qu'il y a des données qui sont incohérentes? Est-ce que les données sont bien saisies, etc. L'expérience client, est-ce que le client en bout donc là, éprouve une bonne expérience client ou il y a différents problèmes qui influencent négativement donc l'expérience client. Et puis la technologie, c'est l'outil, l'applicatif. Est-ce que la capacité
enfin, utilise une application ou un système d'information performant, ou bien c'est un travail donc voilà. Donc, et en fonction de ces différents axes, bien évidemment, donc il y a une grille de scoring qu'on établit, et puis les critères qui définissent, par exemple, pour chaque processus, pour chaque axe, d'un niveau 1 à un niveau 5, tout comme on a fait, par exemple, pour les processus dans le passé. Donc, on définit, est-ce que, par exemple, donc chaque dimension, de quel score sur une échelle de 1 à 5, on va dire, on peut lui assigner, et puis par la suite, une moyenne globale est calculée, et ça permet d'attribuer on va dire, des scorings, enfin des scorings, des notes globales, et puis qui permettent de définir si la capacité fonctionne bien. Lorsque vous voyez une des capacités qui sont taguées en vert, est-ce que les capacités sont problématiques lorsqu'on voit qu'elles sont rouges? Par exemple, on peut dire que lorsqu'on a une moyenne globale de 1 à 5, c'est que la capacité est problématique. Est-ce que la capacité est légèrement problématique? Est-ce qu'elle est moyennement problématique? Est-ce que c'est une capacité qui est manquante? Parce que là, on se positionne dans une perspective, on va dire, dans une perspective cible ou dans un monde idéal. Il se peut que pour l'organisation, qu'il euh, qu'il n'y ait pas assez de capacités ou que des capacités qui n'ont pas été élaborées ou créées dans le passé, auquel cas il va falloir les rajouter, les créer, et puis, ou des capacités qui sont tout simplement pas évaluées. Donc, pourquoi on fait cet exercice-là? Et on fait cet exercice-là pour pouvoir, on va dire, adresser ces différentes défaillances. Donc là, par exemple, pour une capacité qui est légèrement problématique, on identifie les causes de qu'est-ce qui génère, ou on va dire, enfin, ces problèmes-là dont la capacité souffre. Donc là, par exemple, si je prends la validation de l'admissibilité, on peut, par exemple, supposer que les règles d'admissibilité sont interprétées différemment selon les agents. Donc ça, c'est un problème lié au processus. Donc, si les processus étaient bien définis, donc les règles d'admissibilité allaient être, on va dire, communs et uniformes pour l'ensemble des agents. Et en contrepartie, la capacité ne serait pas légèrement problématique. Là, on prend par exemple un autre exemple lié aux informations, c'est que certains éléments essentiels du dossier, photos, informations, police, détails du sinistre, ne sont pas fournis dès le départ. Donc c'est un problème auquel on peut remédier au travers de la formation, de la sensibilisation des agents, au travers des processus. Là, par exemple, des fois, on peut avoir que l'automatisation prenne en compte juste une partie de la vérification. Donc, plusieurs validations restent manuelles. Donc, ça, c'est lié à la dimension technologique. Donc, cet exercice-là, d'identification des différentes, ce qu'on appelle root causes, ou les causes de défaillance des différentes capacités qui justifient le niveau de maturité qui a été évalué voilà, on va dire d'avance, ça permet d'identifier des moyens de contournement, des moyens ou quelques solutions potentielles pour améliorer la performance de ces différentes capacités. Et c'est là où donc le concept d'exigence rentre pour faire ressortir les différentes exigences pour pouvoir améliorer la performance des différentes capacités. Là, par exemple, si je prends donc la capacité de gestion de l'évaluation des dommages, donc là, je vais, donc en tant qu'analyste, donc je vais devoir proposer ou d'imposer un protocole d'évaluation standardisé intégré dans l'outil de gestion des sinistres. Donc, ça permet de réduire la variabilité, de renforcer la cohérence, d'améliorer la qualité. Et puis, donc, en lançant une initiative qui prenne en compte cette exigence-là, donc on va contribuer largement à améliorer le niveau de maturité de cette capacité-là. Et puis, donc là, par exemple, une deuxième exigence qui porte sur bloquer la validation du dossier tant que les règles d'évaluation critique ne sont pas respectées. Donc, c'est une exigence qui va permettre d'éviter les erreurs, de sécuriser les décisions, de renforcer la fiabilité et donc, par conséquence, donc ça va permettre à cette capacité-là, gestion de l'évaluation des dommages, de passer d'un niveau de maturité moyennement problématique à un niveau de maturité légèrement problématique. Donc, ça ne va pas passer forcément de moyennement problématique à fonctionne bien,
mais il se peut que ce soit le cas, mais voilà, donc la capacité va monter en maturité. Et si la capacité monte en maturité, c'est qu'en fin de compte, notre flux de valeur, il va bien être voilà, exécuté, il va générer de la valeur, et le client en bout de ligne, il va être satisfait du service qui a été déployé. Donc, parce que, donc, sans que, on va dire, avec ces différents problèmes, donc le client en bout de ligne, donc il va pas apprécier donc le service qui est rendu, et puis ça va influencer on va dire, l'expérience client et puis l'image de marque de l'organisation. Bon, il y a tellement de concepts, mais vu la contrainte de temps, je ne peux pas malheureusement aller encore plus loin. Donc, c'était juste, donc, les capacités de flux de valeur offrent une lecture structurante et complémentaire de l'organisation. Donc, et puis, vous avez vu comment, donc, des fois, par exemple, pour une organisation, et c'est le dernier exemple que je vais donner. Donc, avant de lancer, par exemple, un nouveau produit et service, par exemple, une entreprise qui se lance dans le e-commerce, elle veut se lancer on va dire, dans un nouveau service. Et puis, donc, elle a besoin d'évaluer la maturité de ces capacités-là pour voir si l'organisation, elle est prête à lancer ce service ou pas. Parce qu'il ne suffit pas juste de lancer un service ou juste enfin, d'accorder une attention juste au volet technologique. Mais si on lance un service e-commerce et que nos capacités, par exemple, le soutien client sont défaillantes, nos capacités de gestion de stock ou de suivi de l'inventaire sont défaillantes. C'est qu'en fin de compte, le client qui va lancer le produit e-commerce ne sera donc il lui suffira juste de le faire une fois pour qu'il ne revienne plus à le faire une seconde fois. Et donc ça va nuire à l'image de marque. C'est pour ça, c'est au travers de cet exercice-là que l'organisation va pouvoir définir si elle est prête à lancer un service ou un produit, ou il lui faut encore du temps pour pouvoir améliorer ses capacités en interne pour être en mesure de préparer le terrain et les fondations pour être en mesure une fois qu'elle lance le produit ou le service, elle va le faire, et puis, on va dire, suivant les règles de l'art, avec une valeur, on va dire, maximale générée pour le client. Donc là, je vais juste, donc avant de vous céder enfin, la parole pour soulever les différentes questions-réponses, je vais juste prendre 2 petites minutes pour vous présenter l'IBA. Donc l'International Institute of Business Analysis. Donc là, certainement, vous avez entendu parler de cet institut-là. Donc, c'est une association professionnelle qui permet de soutenir, de promouvoir la discipline de l'analyse d'affaires. Là, donc, il suffit enfin, de consulter le site iba.org pour pouvoir enfin, enfin, se souscrire et puis bénéficier d'une panoplie de services qu'on appelle et puis de Knowledge Hub. Donc, c'est une bibliothèque riche en termes d'informations, de données, accès aux webinaires, une bibliothèque en ligne pour pouvoir consulter les différentes techniques d'analyse d'affaires, quelques bonnes pratiques, bien évidemment rejoindre un chapitre, et puis bien évidemment se préparer pour des certifications professionnelles, comme vous voyez, voilà, qui sont proposés par l'IBA, comme ECBA, CCBA, CEBAP, etc. Donc là, c'est rejoindre IBA, c'est rejoindre une communauté mondiale qui fait progresser l'analyse d'affaires et puis qui offre une panoplie, comme j'ai dit, d'outils, de techniques et de certifications qui favorisent bien évidemment la réussite on va dire, de l'analyse d'affaires donc, au travers de sa carrière. Je m'arrête là parce que, vu la contrainte de temps, j'aimerais aussi vous écouter, j'aimerais aussi vous répondre à vos questions donc, au travers de la présentation que j'ai faite. Ben, merci beaucoup, Mourad. Je ne sais pas si tu étais là. On a commencé un peu en retard ce matin. Mais je pense on recommence encore par entrer dans le lane. Il n'y a pas de question en tant que telle de l'audience, mais moi, personnellement, d'abord, j'aimerais te remercier d'être ici et de nous avoir, en tout cas, euh, d'avoir vraiment nourri notre curiosité à propos de l'architecture et tout. Et moi, ma question, si je peux me permettre, Ouais. peut-être que ce sera aussi peut-être la question de nos auditeurs.
Quel est l'impact? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe avec l'architecture et le AI? Qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là? Est-ce que on tend vers la collaboration humain et AI ou bien on n'en est pas encore là ou bien l'architecte s'en sort très bien? Excellente question. Moi, je dirais que l'IA ou l'intelligence artificielle ne va jamais remplacer l'architecture, autant d'affaires que d'entreprises. Mais aujourd'hui, donc, en architecture d'affaires, on commence à utiliser ou à avoir recours à l'intelligence artificielle. Ça aide énormément. Donc, l'exercice je vous ai présenté tantôt, par exemple, de modèles de capacité, de modèles de flux de valeur, on peut accélérer donc la génération ou l'élaboration de ces différents modèles-là à travers l'IA. Donc, ça aide énormément. Mais bien évidemment, donc, ça suppose pas qu'on va devoir ou que les organisations vont devoir le faire de façon aveugle, donc, on peut se servir de l'IA énormément pour pouvoir accélérer le lotissement de plusieurs modèles d'architecture d'affaires et bien évidemment d'architecture d'entreprise en se basant sur l'IA. Donc, ça aide énormément. Par exemple, il suffit juste voilà, de consulter ou de créer, on va dire, des agents et puis on pourrait facilement avoir des suggestions de capacité, de flux de valeur, bien évidemment en toute cohérence. Bien évidemment, ça suppose ou ça repose sur, on va dire, une analyse, bien évidemment, de ce qui est généré par l'IA, voilà, une assurance de la cohérence d'ensemble, mais je trouve que ça aide énormément. Je dirais qu'on est au début, on est tout au début, donc là, on commence à utiliser l'IA, et puis, par contre, il y a encore du potentiel dans l'avenir pour pouvoir mieux, on va dire, utiliser l'IA dans l'architecture d'affaires et l'architecture d'entreprise. Parfait. Une dernière question et je t'embêterai plus. Euh, c'est celle de l'état de l'architecture en Afrique. Est-ce que tu peux, parce que je sais qu'en Afrique, on a encore beaucoup à faire. Je sais aussi qu'on brûle beaucoup les étapes dans les organisations. On fait ce qu'on peut. Bon, l'important, c'est que le résultat soit là. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde fait pareil. C'est Exact. peut-être un constat, un faux constat ou pas, mais j'aimerais savoir selon toi, où en est-on avec ce problème Très bien. de... En fait, j'ai compris ta question, Sylvie. Là, moi, je dirais que c'est pas limité juste à l'Afrique. Moi, je dirais même une bonne partie du monde qui n'est pas encore, enfin, qui n'a pas encore ce niveau de maturité en architecture d'affaires et architecture d'entreprise. Donc là, contrairement à l'analyse d'affaires, c'est une pratique qui a été lotie et on va dire, elle est mature, on va dire, standardisée. Là, l'architecture d'affaires, et c'est une nouvelle pratique qui a été, même si elle existait depuis bien longtemps, mais il y a eu ce cadre-là d'architecture d'affaires avec le référentiel BizBook n'a vu le jour qu'il y a, on va dire, moins de 20 ans. Donc, ça reste quand même une pratique qui en voie on va dire, d'amélioration et puis de développement. Donc là, il y a des organisations qui sont matures, je dirais en Afrique et une bonne partie aussi des pays européens que j'ai côtoyés. Donc là, il y a encore cette confusion entre architecture d'entreprise et architecture TI. Ils ne voient pas encore cette valeur-là d'architecture d'affaires. Donc il y a encore du travail à faire pour que ces organisations-là puissent bien percevoir la réelle valeur de l'architecture d'affaires au sein des organisations. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour avoir répondu à ces deux questions. Merci de nous avoir parlé de l'AIBA. J'invite tous les auditeurs et tout le monde à pouvoir aller visiter le site web, s'enregistrer comme membre et en apprendre beaucoup sur l'analyse parce qu'en Afrique, nous en aurons besoin. Nous aurons aussi besoin de morale, de l'architecture. Vous en aurez sûrement besoin aussi de la gestion, etc. Donc, suivez Morale sur LinkedIn. Je me permettrai de mettre son lien. Je pense que vous pouvez aller sur Allo Community au fait pour pouvoir se connecter avec lui. Autre chose, je vous demande de nous excuser pour tout ce retard que nous avons en tout cas mis pour démarrer.
Et puis, pour finir, je dirais merci à Mourad et à la prochaine. Je Parfait. vous demande de nous suivre, ouais, ouais, de nous suivre en cliquant sur la prochaine session. Et voilà. Donc, merci beaucoup, Mourad. Merci d'avoir pris tout ce temps, ce beau matin de Merci. mercredi pour Merci à nous vous. éduquer. Et puis je salue cette initiative-là. Donc voilà, c'était ce grand événement africain auquel enfin, puis je trouve aujourd'hui, j'ai l'honneur de participer aujourd'hui enfin, à cette troisième édition-là. Et puis étant africain, bien évidemment, donc moi j'ai toujours ce devoir-là vis-à-vis de l'Afrique. Et puis ça me ferait plaisir de contribuer à d'autres événements et de voir que notre continent prenne le lead, on va dire, sur ces pratiques-là. Voilà, voilà. Donc, au plaisir de collaborer dans de prochains événements. Et puis, n'hésitez pas, ça me ferait plaisir de répondre à vos questions et de partager enfin, mes connaissances voilà, sur d'autres sujets. D'accord. OK. Merci beaucoup. Merci à André, Dr. Maresh, Monsieur Marc Burnett, pour le soutien qu'il porte à cet événement. Merci à tout le monde tous ceux qui sont présents. Merci. I want to thank you, to be there with us today. I'm asking you to log into the next session because we are going to receive Mr. Bertrand. He is going to also speak in French, and after that, Upa will take the lead. So thank you so much and see you later.